Un patient millionnaire fait semblant d'être dans le coma, mais lorsqu'il entend les aveux de son infirmière, le silence était presque parfait dans la chambre 307 de la clinique privée Les Cèdres. Seul le bip régulier des machines rompait la quiétude de ce sanctuaire médical où tout n'était que luxe et discrétion. Allongé sur un lit au drap de coton égyptien, Victor Marchand, 52 ans, magnate de l'immobilier et figure incontournable du CAC 40, demeurait immobile, les yeux clos, le visage serein. Pour quiconque entrait dans cette chambre, l'image était celle d'un homme plongé dans un coma profond depuis maintenant 3 semaines, victime d'un AVC foudroyant en plein conseil d'administration. Pourtant, derrière cette apparente inconscience, Victor était parfaitement éveillé. Son cerveau, intact malgré les rapports médicaux falsifiés, fonctionnait à plein régime. Victor n'avait jamais eu d'AVC. Ce coma n'était qu'une mise en scène, une stratégie élaborée avec la complicité de son médecin personnel, le docteur Lombard, seul à connaître la vérité. Car Victor avait besoin de disparaître temporairement du monde des affaires, de devenir invisible tout en restant présent. Et quoi de mieux qu'un lit d'hôpital pour observer sans être vu? Si vous appréciez cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime pour m'encourager à poursuivre. Le projet avait germé dans son esprit 3 mois plus tôt, lorsque des transactions suspectes au sein de son empire financier avaient éveillé ses soupçons. Des fuites d'informations stratégiques, des décisions sabotées, des contrats perdus inexplicablement. Quelqu'un dans son entourage proche le trahissait. Mais qui? Sa femme Diane, dont les dépenses avaient récemment explosé. Son associé Philippe, toujours dans son ombre depuis 20 ans. Sa propre fille. Claire, frustrée d'être maintenue à l'écart des grandes décisions. Ou peut-être l'un de ses cadres dirigeants, prêt à tout pour gravir les échelons. Les investigations discrètes qu'il avait commanditées n'avaient rien donné. Les micros, les filatures, les audits. Rien. La taupe était trop prudente, trop bien préparée. C'est alors que Victor avait conçu ce plan audacieux, simuler un coma pour observer les réactions, écouter les conversations que l'on tiendrait à son chevet, pensant qu'il n'entendait rien. Les gens se méfient des morts, mais pas des comateux. « Combien de temps pourrez-vous tenir ?» lui avait demandé Lombard, inquiet des risques d'atrophie musculaire. « Aussi longtemps qu'il le faudra », avait répondu Victor déterminé. Le protocole était simple mais exigeant. Injection quotidienne de relaxants musculaires à faible dose, exercice passif nocturne quand la clinique dormait, alimentation par perfusion spéciale préparée par Lombard, le tout sous couvert d'un traitement expérimental pour stimuler le réveil du patient. Officiellement, seules 3 personnes étaient autorisées dans sa chambre en dehors du personnel médical, Diane, Claire et Philippe. Victor espérait que l'un d'eux finirait par se trahir. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'était l'arrivée d'une 4e personne, Marie Deschamps, infirmière de nuit, fraîchement diplômée, assignée spécifiquement à ses soins. Et ce qu'il n'avait certainement pas anticipé, c'était l'impact que cette jeune femme allait avoir sur le cours de son enquête et sur sa vie. Marie Deschamps ajusta nerveusement son uniforme avant d'entrer dans la chambre 307. À 26 ans, elle venait d'être embauchée à la clinique Les Cèdres après des années d'études acharnées et un parcours semé d'obstacles. Orpheline élevée en foyer d'accueil, elle avait dû travailler comme aide-soignante de nuit pour financer ses études d'infirmière. Ce poste à la prestigieuse clinique représentait pour elle une chance inespérée, un premier pas vers la stabilité qu'elle avait toujours recherchée. On lui avait confié le patient le plus important de l'établissement, Victor Marchand. Un honneur et une responsabilité, avait souligné la directrice des soins en lui remettant le dossier. Monsieur Marchand est une personnalité influente. Sa famille attend une attention irréprochable. Ce premier soir, Marie prit le temps d'étudier les constantes de son patient avec une minutie particulière. Les courbes sur les écrans étaient stables, presque trop parfaites. Elle vérifia chaque perfusion, chaque équipement, notant mentalement quelques anomalies mineures dans le protocole. Pourquoi ce patient comateux recevait-il ce cocktail spécifique de médicaments? Certaines prescriptions du docteur Lombard lui semblaient inhabituelles. « Bonsoir, monsieur Marchand », dit-elle doucement, comme elle le faisait avec tous ses patients inconscients. « Je m'appelle Marie. Je serai votre infirmière de nuit pendant votre séjour parmi nous. » Victor, les yeux fermés, sentit une présence différente. Une voix douce, un parfum léger, pas ces effluves capiteux dont s'aspergeait sa femme, des mains fraîches qui ajustaient son oreiller avec des gestes précis mais délicats. « Je vais prendre soin de vous. »
Ne vous inquiétez pas, poursuivit Marie en vérifiant sa perfusion. Et même si vous ne m'entendez probablement pas, je vais quand même vous expliquer tout ce que je fais. On ne sait jamais ce qui peut filtrer jusqu'à votre conscience. Victor dut réprimer un sourire. Cette jeune femme était perspicace. Effectivement, il entendait tout et son ouïe, privé du soutien de la vue, s'était considérablement affiné ces dernières semaines. « Votre famille est venue aujourd'hui » demanda Marie, tout en notant les constantes sur le dossier électronique. « J'ai croisé une dame blonde très élégante dans le couloir. Votre épouse, je suppose ?» Elle marqua une pause, comme si elle attendait vraiment une réponse, puis rit doucement. « Pardonnez-moi, c'est une habitude. Mes collègues se moquent de moi parce que je bavarde avec mes patients inconscients, mais des études montrent que cela peut aider. Et puis, entre nous, c'est moins lugubre que ce silence, vous ne trouvez pas ?» Marie s'activa autour de lui pendant une vingtaine de minutes, efficace et professionnelle, tout en maintenant ce monologue apaisant. Elle lui raconta sa journée, les nouvelles du monde extérieur, les petits potins de la clinique. Victor, habitué au mutisme clinique du personnel de jour ou aux conversations techniques entre médecins qui se déroulaient au-dessus de lui comme s'il était un meuble, trouva cette approche rafraîchissante. « Je reviendrai dans 2 heures pour votre prochaine série de soins, monsieur Marchand. Reposez-vous bien. Enfin, c'est une façon de parler, n'est-ce pas ?» Lorsqu'elle quitta la chambre, Victor se surprit à attendre déjà sa prochaine visite. Cette Marie Deschamps représentait une variable imprévue dans son plan. Mais peut-être pourrait-elle, sans le savoir, devenir une alliée précieuse. Les infirmières entendaient tout, voyaient tout, et celle-ci semblait particulièrement observatrice. Ce qu'il ignorait encore, c'est que Marie avait déjà remarqué plusieurs incohérences dans son prétendu coma. Son intuition d'infirmière lui soufflait que quelque chose n'allait pas avec ce patient si particulier. Et Marie Deschamps n'était pas du genre à ignorer son instinct. La routine s'installa rapidement. Chaque soir, Marie prenait son service à 20 h et se rendait directement à la chambre 307. Victor attendait ces moments avec une impatience qu'il ne s'expliquait pas lui-même. Au fil des nuits, Marie lui parlait de tout et de rien, de la pluie qui tombait sans discontinuer sur Paris depuis 3 jours, du dernier film qu'elle avait vu, de son chat récemment adopté dans un refuge, des banalités qui, étrangement, ancraient Victor dans une réalité dont il s'était volontairement coupé. Lui qui ne vivait que pour les chiffres, les acquisitions et les stratégies d'entreprise, découvrait à travers elle un quotidien simple qu'il avait oublié depuis longtemps. Une semaine après leur première rencontre, un incident vint perturber cette routine naissante. « Vous avez de la visite, monsieur Marchand », annonça Marie en entrant dans la chambre ce soir-là. Sa voix était différente, plus formelle. « Votre associé, monsieur Delorme, vient d'arriver. » Victor sentit son corps se tendre, imperceptiblement. Philippe Delorme, à cette heure tardive, cela sortait de l'ordinaire. Son associé n'était jamais venu seul jusqu'à présent, toujours accompagné de Diane ou d'autres membres du conseil d'administration. « Bonsoir, Marie », entendit-il. La voix de Philippe, reconnaissable entre mille avec son léger accent du sud-ouest. « Comment va notre patient ce soir ?»« Stable, comme toujours, » répondit Marie. « Les constantes sont normales, aucun changement notable. »« Parfait, parfait. » Victor perçut le bruit caractéristique du cuir, quand Philippe s'installa dans le fauteuil près du lit. Un silence s'installa, que Marie finit par rompre. « Je vous laisse un moment avec lui. Appelez-moi si vous avez besoin de quoi que ce soit. »« Merci, Marie. Vous êtes un ange. » La porte se ferma doucement. Victor attendit, tous ses sens en alerte. Qu'allait faire Philippe? Qu'allait-il dire? Le croyant inconscient et seul. « Eh bien, mon vieux, » commença Philippe d'une voix basse. « Tu nous fais une belle frayeur, hein? Tout le monde s'affole à la holding. Le cours de l'action a plongé de 7% cette semaine. » Un froissement de tissu indiqua à Victor que son associé se penchait vers lui. « Entre nous, je me demande si tu ne nous fais pas un petit burn-out. Ça t'arrangerait bien, pas vrai? Disparaître juste au moment où l'affaire saoudienne devient compliquée. » Victor dut mobiliser toute sa concentration pour maintenir sa respiration régulière. L'affaire saoudienne. Comment Philippe était-il au courant? Ce projet d'acquisition à Riyad était ultra confidentiel, connu seulement de lui-même et de son avocat. Philippe continua, sa voix se faisant plus basse encore. « Ne t'inquiète pas, je gère tout. J'ai même pris l'initiative de rencontrer le cheikh Al-Fayed en ton nom. Il envoie ses vœux de rétablissement d'ailleurs, très affecté par ton accident. » Un silence, puis « Franchement, Victor, tu aurais pu me mettre dans la confidence pour ce projet.
Combien de temps comptais-tu me tenir à l'écart? 20 ans de collaboration et tu me caches encore des choses. Le ton était amer. Victor sentit son cœur s'accélérer légèrement. Philippe semblait irrité, mais était-ce la réaction d'un associé blessé par le manque de confiance ou celle d'un traître contrarié dans ses plans? La porte s'ouvrit à nouveau. Marie revint avec ce que Victor supposait être un chariot de médicaments, à en juger par le bruit caractéristique des roulettes. « Je dois procéder à ces soins, monsieur Delorme », annonça-t-elle. « Vous pouvez rester si vous le souhaitez, mais… »« Non, non, je vais y aller », répondit Philippe en se levant. « J'ai une vidéoconférence avec Tokyo dans 1 heure. » Victor l'entendit s'approcher du lit. « Remets-toi vite, mon ami », dit Philippe en posant brièvement une main sur son épaule. « L'entreprise a besoin de toi. » Après le départ de Philippe, Marie s'activa autour de Victor en silence pendant quelques minutes. Puis, en ajustant sa perfusion, elle murmura « Votre ami semblait préoccupé, monsieur Marchand. Il a fait les 100 pas dans le couloir avant d'entrer, et il a reçu un appel qui l'a mis en colère. Je l'ai entendu dire « Ce n'est pas ce qui était convenu » avant de raccrocher brusquement. Victor sentit une vague de gratitude envers cette jeune femme. Sans le savoir, elle venait de lui fournir une information précieuse. Marie était bien plus observatrice qu'il ne l'avait imaginé. « Oh, et j'ai remarqué quelque chose d'étrange », ajouta-t-elle en se penchant pour ajuster son oreiller. « Votre rythme cardiaque a accéléré pendant que monsieur Delorme parlait. Pas beaucoup, mais suffisamment pour que je le remarque. » Victor sentit un frisson le parcourir. Marie avait-elle des soupçons? « C'est normal, bien sûr », poursuivit-elle d'un ton léger. « Même dans le coma, les patients peuvent réagir aux voix familières. C'est fascinant, n'est-ce pas? Cette nuit-là, après le départ de Marie, Victor réfléchit longuement. Philippe avait découvert l'affaire saoudienne. Comment? Et qui avait-il appelé juste avant d'entrer? Ce n'est pas ce qui était convenu. Ces mots résonnèrent dans son esprit comme un signal d'alarme. Quant à Marie, elle était bien plus perspicace qu'il ne l'avait anticipé. Si elle commençait à douter de son état comateux, tout son plan risquait d'être compromis. Pourtant, l'idée de se passer de ses visites nocturnes lui était étrangement désagréable. Pour la première fois depuis le début de cette mascarade, Victor se demanda s'il n'avait pas sous-estimé les risques de son stratagème, et si sa couverture volait en éclats avant qu'il n'ait découvert le traître. 3 jours après la visite de Philippe, un nouvel événement vint bousculer la routine de Victor. Il était près de minuit quand la porte de sa chambre s'ouvrit doucement. Victor s'attendait à voir Marie pour ses soins habituels, mais le parfum qui envahit la pièce était différent. Un mélange capiteux de jasmin et d'ambre qu'il connaissait trop bien. Diane. Sa femme ne venait jamais si tard d'habitude. Elle préférait les visites diurnes, quand elle pouvait être vue par le personnel, les médecins, parfois même quelques journalistes à qui elle offrait le spectacle de l'épouse dévouée au chevet de son mari. « C'est moi, chérie », murmura-t-elle en s'approchant du lit. « J'espère que tu te reposes bien dans ton petit paradis artificiel. » Le ton était doucereux, mais Victor perçut le sarcasme sous-jacent. Diane s'installa dans le fauteuil, le froissement de sa robe de soie accompagnant son mouvement. « Tu serais fier de moi », poursuivit-elle. « J'ai présidé le conseil de surveillance aujourd'hui. Parfaitement calme, parfaitement professionnel. Même ce vieux renard de Beaumont a été impressionné. Vous nous étonnez tous, chère Diane, m'a-t-il dit. Si seulement il savait… » Elle rit doucement, un son qui glaça Victor. Philippe s'occupe du projet saoudien comme prévu. D'ailleurs, il est encore plus malléable que je ne le pensais. Un peu d'attention féminine et le voilà qui mange dans ma main. Les hommes sont si prévisibles. Victor dut mobiliser toute sa volonté pour maintenir son expression impassible. Diane et Philippe, depuis quand? Claire commence à poser des questions, par contre, continua Diane en soupirant. Ta fille a toujours été trop curieuse pour son bien. Elle a demandé à consulter tes dossiers médicaux. Heureusement que Lombard est bien payé pour sa discrétion. Un silence s'installa pendant lequel Victor entendit le bruit caractéristique d'un briquet. L'odeur de cigarette lui parvint quelques secondes plus tard. Diane fumait dans sa chambre d'hôpital, elle qui prétendait avoir arrêté depuis des années. « J'ai rencontré ton infirmière de nuit », reprit-elle, après une longue exhalation. « Marie, c'est ça? Jolie petite, un peu trop consciencieuse à mon goût. Elle m'a posé des questions sur tes allergies, tes habitudes de sommeil avant l'accident, comme si cela avait une importance maintenant. » Victor sentit son estomac se nouer. Diane et Marie s'étaient rencontrés. Il n'aimait pas l'idée que ces deux mondes se croisent. « Elle m'a demandé si tu avais eu des problèmes cardiaques récemment, » poursuivit Diane. « Apparemment, tes électrocardiogrammes présentent des anomalies intéressantes,
selon ses termes. J'ai prétexté l'ignorance, bien sûr, mais je me demande... Elle se tut et Victor l'imagina parfaitement. Tête légèrement inclinée, regard calculateur fixé sur lui. Je me demande si tu ne nous joues pas tous, Victor. Tu en serais capable, n'est-ce pas? Simuler un coma pour observer les réactions. Ce serait tellement... Toi. Le cœur de Victor manqua un battement. Comment pouvait-elle? Mais non, reprit-elle en riant doucement. Même toi, tu n'irais pas jusque-là. Et puis, Lombarde m'a montré les scanners cérébraux. L'AVC a bien eu lieu. Dommage. Pour toi, d'ailleurs. Elle se leva et Victor sentit son parfum l'envelopper, tandis qu'elle se penchait au-dessus de lui. « Repose en paix, mon amour », murmura-t-elle près de son oreille. « Dans un mois, selon le protocole du docteur Lombarde, nous saurons si tu as une chance de te réveiller. Sinon, eh bien, la vie continue, n'est-ce pas? La holding Marchand aura une nouvelle dirigeante, et je veillerai à honorer ton héritage. À ma façon. » Elle déposa un baiser léger sur son front, puis quitta la chambre aussi discrètement qu'elle était venue. Victor resta seul avec le parfum persistant de Diane et l'odeur de cigarette qui flottait dans l'air. Son esprit tournait à plein régime. Diane et Philippe complotaient ensemble. Depuis combien de temps? Et cette remarque sur les scanners cérébraux? Lombarde lui avait-il menti? Avait-il montré de faux scans à Diane? Ou bien était-il à double jeu? Mais ce qui le préoccupait davantage, c'était Marie. Elle avait remarqué des anomalies dans ses électrocardiogrammes. Elle posait des questions. S'approchait-elle dangereusement de la vérité? La porte s'ouvrit à nouveau et cette fois, c'était bien elle. Victor reconnut son pas léger, son parfum discret. « Bonsoir, monsieur Marchand », dit-elle doucement. « Je suis désolé d'être en retard pour vos soins. J'ai croisé votre épouse dans le hall. Une femme impressionnante. » Victor l'entendit ouvrir les fenêtres. « Quelqu'un a fumé ici, » constata-t-elle d'un ton désapprobateur. « Ce n'est vraiment pas indiqué dans votre état. » Elle s'activa en silence pendant quelques minutes et Victor sentit la fraîcheur de l'air nocturne remplacer progressivement l'atmosphère étouffante laissée par Diane. « J'ai examiné vos derniers électrocardiogrammes, » dit soudain Marie en ajustant sa perfusion. « Il y a quelque chose qui m'intrigue. Vos ondes P présentent des variations qui ne correspondent pas au diagnostic d'AVC. J'en ai parlé au docteur Lombarde, mais il n'a pas semblé particulièrement intéressé. » Elle marqua une pause, puis ajouta d'une voix plus basse. « Entre nous, monsieur Marchand, je trouve que votre médecin manque parfois de rigueur. Certaines de ses prescriptions sont inhabituelles, et je n'ai jamais vu un protocole de soins comme le vôtre pour un patient comateux. » Victor sentit l'anxiété monter en lui. Marie était décidément trop perspicace. Allait-elle tout découvrir? « J'ai une théorie, » poursuivit-elle en se penchant vers lui, sa voix à peine plus qu'un murmure. « Je pense que vous n'êtes pas réellement dans le coma. » Le cœur de Victor s'emballa. C'était fini, elle avait compris. « Je pense que vous êtes en état de conscience minimale, » continua Marie. « Vous entendez probablement tout ce qui se passe autour de vous, mais vous ne pouvez pas réagir. C'est un syndrome d'enfermement, pas un coma classique. » Victor aurait presque ri de soulagement. Elle était proche, mais pas assez. Elle avait élaboré une théorie médicale pour expliquer les anomalies qu'elle percevait sans soupçonner la vérité complète. « Si j'ai raison, » dit-elle en lui prenant doucement la main, « serrez mes doigts, même imperceptiblement. Je le sentirai. » Victor resta parfaitement immobile. C'était tentant, tellement tentant de lui faire comprendre qu'il était conscient. Mais tout son plan en dépendait. Il ne pouvait pas risquer que Marie découvre la vérité, même si une part de lui commençait à lui faire confiance. Après quelques instants d'attente, Marie soupira. « Peut-être me trompais-je, » murmura-t-elle. « Ou peut-être que vous n'êtes pas encore prêt à communiquer. Ce n'est pas grave, monsieur Marchand. Je continuerai à vous parler comme si vous m'entendiez, au cas où. » Elle lui lâcha la main et poursuivit ses soins en silence. Mais juste avant de quitter la chambre, elle s'arrêta et dit « Au fait, j'ai quelque chose à vous avouer. Quelque chose que je n'ai jamais dit à personne. Mais comme vous ne pouvez pas me juger, ni répéter mes paroles, » Victor tendit l'oreille, intrigué. « Je vous connaissais avant votre accident. Enfin, pas personnellement, bien sûr, mais j'ai grandi dans l'un des foyers pour enfants que votre fondation a sauvé de la fermeture il y a 10 ans. Sans votre intervention, j'aurais probablement fini dans une institution beaucoup moins bienveillante. Je n'aurais jamais pu faire mes études d'infirmière. » Elle marqua une pause, puis ajouta « Je suppose que c'est pour ça que j'ai demandé à m'occuper spécifiquement de vous. Une façon de rembourser ma dette, même si vous n'en saurez jamais rien. Bonne nuit, monsieur Marchand. » La porte se referma doucement derrière elle.
laissant Victor dans un océan de pensées contradictoires. Diane, Philippe, Lombarde et maintenant Marie. Qui mentait? Qui disait la vérité? Et surtout, à qui pouvait-il vraiment faire confiance? Papa, c'est moi. La voix de Claire, sa fille unique, résonna dans la chambre silencieuse. Victor sentit son cœur se serrer. De tous les visiteurs qu'il recevait, Claire était celle dont la présence lui était à la fois la plus douloureuse et la plus réconfortante. À 28 ans, elle était la copie conforme de sa mère, la première épouse de Victor, décédée d'un cancer 15 ans plus tôt. Même chevelure au burn, mêmes yeux verts perçants, même intelligence vive. Contrairement à Diane, qui jouait la comédie de l'épouse éplorée, Claire venait toujours seule et parlait à son père avec une sincérité désarmante. Ce jour-là, cependant, quelque chose dans sa voix alerta Victor. Elle semblait tendue, pressée. « Je n'ai pas beaucoup de temps », dit-elle en s'asseyant près du lit. « Diane pense que je suis à Londres pour le week-end. En réalité, je mène ma petite enquête, et je crois que tu aimerais savoir ce que j'ai découvert. » Victor sentit son intérêt s'éveiller. Claire enquêtait. Sur quoi? « J'ai engagé un détective privé, Fred Kowalski, un ancien de la financière. Il surveille Diane et Philippe depuis 2 semaines. » Elle marqua une pause. « Ils se voient. Papa, pas juste pour affaires. Ils ont passé le week-end dernier ensemble à Deauville, dans la suite de l'hôtel royal que tu réserves habituellement. » Malgré son immobilité forcée, Victor sentit une vague de colère l'envahir. L'audace de ces deux-là. « Ce n'est pas tout, » poursuivit Claire. Philippe a rencontré à 3 reprises un homme que Kowalski a identifié comme Anton Volkov. Ça te dit quelque chose? C'est un investisseur russe qui a tenté d'entrer au capital de Marchand Holding l'année dernière. Tu avais bloqué sa tentative, tu te souviens? Victor s'en souvenait parfaitement. Volkov était réputé pour ses méthodes agressives et ses connexions douteuses avec certains oligarques proches du Kremlin. Le faire entrer dans l'actionnariat aurait été une catastrophe. Je ne sais pas ce qu'il mijote, mais je suis certaine que Diane et Philippe préparent quelque chose. Et ça me fait peur, papa. Vraiment peur. La voix de Claire tremblait légèrement. Victor aurait tout donné pour pouvoir la rassurer, lui dire qu'il était là, qu'il entendait tout, qu'il allait régler cette situation. J'ai aussi découvert quelque chose d'étrange concernant le docteur Lombarde, continua-t-elle. Il a acheté une villa à Marbella il y a 3 semaines. Prix 1,7 million d'euros. Cash. D'où sort cet argent? Son salaire à la clinique ne peut pas justifier une telle dépense. L'information frappa Victor comme un coup de poing. Lombard, son complice, celui qui l'aidait à maintenir cette mascarade du coma, avait-il été acheté par Diane? Je ne fais confiance à personne dans cette clinique, dit Claire en baissant la voix, sauf peut-être à ton infirmière de nuit, Marie. Elle semble différente, honnête. Elle m'a montré tes dernières analyses, sans hésiter, alors que Lombard fait tout pour me tenir à l'écart de ton dossier médical. Victor entendit Claire se lever et sentit sa main chaude prendre la sienne. Je ne sais pas si tu m'entends, papa, mais je te promets une chose. Je vais découvrir ce qui se trame. Et si Diane et Philippe complotent contre toi, contre nous, ils le paieront. Je ne les laisserai pas détruire ce que tu as bâti. Elle se pencha et déposa un baiser sur son front. Je dois y aller. Mon avion pour Londres décolle dans 2 heures. Il faut que j'y sois au cas où Diane vérifierait. Je reviendrai dès que possible. Tiens bon, papa. Après le départ de Claire, Victor resta longtemps plongé dans ses réflexions. Les pièces du puzzle commençaient à s'assembler et l'image qui se dessinait était sombre. Diane et Philippe, amants de longue date probablement, complotaient pour prendre le contrôle de son. Les révélations de Claire avaient fait l'effet d'une bombe dans l'esprit de Victor. Diane et Philippe, complotant avec un investisseur russe qu'il avait personnellement écarté de ses affaires, et Lombarde, son allié supposé, s'achetant une villa luxueuse en Espagne. La trahison semblait venir de tous côtés. Seules Claire et Marie paraissaient dignes de confiance. Sa fille, par loyauté familiale et perspicacité innée. Marie, par une honnêteté qui semblait inscrite dans chacun de ses gestes, chacune de ses paroles. Cette révélation sur son passé dans un foyer financé par la Fondation Marchand expliquait peut-être cette impression d'authenticité qu'elle dégageait. Victor passa les heures suivantes à analyser ses options. Devait-il mettre fin à cette mascarade, révéler sa conscience à Claire et élaborer un plan avec elle, ou pousser la stratégie jusqu'au bout, récolter davantage de preuves avant de frapper? La porte s'ouvrit doucement, interrompant ses réflexions. C'était l'heure des soins de Marie. « Bonsoir, monsieur Marchand. »
dit-elle de sa voix calme habituelle. Comment vous sentez-vous ce soir? J'ai croisé votre fille tout à l'heure. Une jeune femme remarquable. Elle s'activa autour de lui, vérifiant les machines, ajustant les perfusions. Victor se surprit à apprécier ses gestes précis, cette présence discrète et attentionnée. « J'ai une nouvelle à vous annoncer, » dit-elle soudain. « Demain, c'est mon jour de congé. Vous devrez supporter Jérôme, l'infirmier de nuit qui me remplace. Ne vous inquiétez pas, c'est un excellent professionnel. Un peu bavard, peut-être. » Victor sentit une pointe de déception l'envahir. Une nuit sans mari. « Je vous ai apporté quelque chose, » continua-t-elle. Victor entendit le bruissement d'un sac en papier. Les infirmières ne sont pas censées faire ça, mais c'est un livre, Le Comte de Monte Cristo. Je vais vous en lire un passage chaque soir, si vous voulez bien. Ce soir, nous commençons par le début. La voix douce de Marie emplit la chambre tandis qu'elle lisait les premières pages du chef-d'œuvre de Dumas. Victor, qui n'avait pas ouvert un roman depuis des décennies, se laissa porter par le récit d'Edmond Dantès, cet homme injustement emprisonné qui prépare sa vengeance dans l'ombre. « Je trouve qu'il y a un parallèle intéressant entre vous et Dantès, » commenta Marie après avoir refermé le livre. « Tous deux prisonniers d'une certaine façon, lui dans sa cellule du château d'If, vous dans ce corps qui refuse de vous obéir. » Si seulement elle savait à quel point la comparaison était pertinente, pensa Victor. Lui aussi préparait sa vengeance contre ceux qui l'avaient trahi. « Il se fait tard, » dit Marie en se levant. « Je reviendrai dans 2 heures pour vos médicaments. Faites de beaux rêves, monsieur Marchand. » Après son départ, Victor continua de réfléchir à sa situation, maintenant éclairé par les révélations de Claire. Il lui fallait un plan. Et peut-être, songea-t-il, ce plan devrait-il inclure Marie? Des champs. 3 jours passèrent sans incident notable. Victor, plus alerte que jamais, analysait chaque visite, chaque conversation, avec une attention redoublée. Diane était revenue une fois, accompagnée de Philippe. Leur comédie était parfaite. 2 personnes inquiètes, unies dans l'adversité. Pas un geste, pas un regard qui aurait pu trahir leur relation. Victor, qui les observait à travers ses paupières mi-closes lors des rares moments où il était seul, avait dû admettre leur talent d'acteur. Claire était retournée à Londres, mais elle avait laissé un message vocal au docteur Lombard, que celui-ci était venu écouter dans la chambre. Pensant Victor inconscient, elle exigeait un 2e avis médical, menaçant de faire venir un spécialiste américain si nécessaire. Lombard avait semblé nerveux, pianotant frénétiquement sur son téléphone après cet appel. Quant à Marie, elle avait repris son service nocturne, fidèle à sa routine bienveillante. Chaque soir, elle lisait un chapitre du Comte de Monte Cristo, commentant parfois l'intrigue, établissant des parallèles surprenants avec la vie réelle. Victor attendait ces moments avec une impatience qui le surprenait lui-même. Ce soir-là, après la lecture habituelle, Marie resta silencieuse plus longtemps que d'habitude. Victor sentit qu'elle l'observait attentivement. « Monsieur Marchand, » dit-elle enfin d'une voix hésitante, « je dois vous avouer quelque chose d'important. » Elle s'approcha et prit sa main comme elle le faisait parfois lors de leurs conversations. « J'ai fait des recherches sur votre cas. J'ai consulté d'autres neurologues, discrètement, montré vos électrocardiogrammes, décrit vos symptômes, sans mentionner votre nom, bien sûr. » Victor sentit une alarme s'allumer dans son esprit. Que cherchait-elle exactement? Tous m'ont dit la même chose. Vos symptômes ne correspondent pas à un coma classique post-AVC. Votre activité cérébrale est trop structurée, vos réactions pupillaires trop cohérentes. Elle marqua une pause. Et puis, il y a eu cet incident avant-hier. Victor tenta de se remémorer ce qui s'était passé l'avant-veille. Rien de particulier, à sa connaissance. Vous avez souri, monsieur Marchand, très légèrement, presque imperceptiblement. Mais j'étais là, je l'ai vu. C'était pendant que je vous lisais la scène où Dantès découvre le trésor. Vous avez souri. Victor se figea intérieurement. Avait-il réellement laissé transparaître une émotion? C'était possible. Il se laissait de plus en plus absorber par les lectures de Marie. Et puis, il y a le docteur Lombard, continua-t-elle. Son comportement est étrange. Il refuse catégoriquement que je participe aux réunions d'équipe concernant votre cas. Il a modifié votre dossier médical à plusieurs reprises. J'ai vérifié les logs du système informatique. Elle se tut un instant, semblant hésiter avant de poursuivre. Je crois que vous n'êtes pas réellement dans le coma, monsieur Marchand. Je pense que, pour une raison que j'ignore, vous et le docteur Lombard simulez cet état. Et je veux comprendre pourquoi. Le cœur de Victor s'accéléra. Marie avait deviné.
Sa couverture était compromise. « Si je me trompe, alors ce que je dis n'a aucune importance, » dit-elle en serrant légèrement sa main. « Mais si j'ai raison, si vous m'entendez et me comprenez, alors vous devez savoir que votre fille n'est pas la seule à s'inquiéter. Votre femme et votre associé préparent quelque chose. Quelque chose qui implique un transfert important d'actions de votre holding. » Victor sentit son sang se glacer. Un transfert d'actions? Comment Marie était-elle au courant? « Mon frère travaille dans une banque d'investissement, » expliqua-t-elle, comme si elle avait perçu sa question muette. Diane Marchand a pris rendez-vous pour finaliser un transfert de propriété conditionnelle qui prendrait effet en cas de votre décès ou d'invalidité permanente constatée. Un silence pesant s'installa dans la chambre. Victor assimilait cette nouvelle information cruciale. Diane ne se contentait pas de le tromper avec Philippe. Elle préparait sa succession, anticipant une déclaration d'invalidité qui lui donnerait le contrôle total de la holding. « Monsieur Marchand, » reprit Marie d'une voix plus ferme, « si vous m'entendez, si vous êtes conscient, donnez-moi un signe, n'importe lequel. Je peux vous aider, je veux vous aider. » Victor se trouvait face à un dilemme crucial. Révéler sa conscience à Marie signifiait lui faire entièrement confiance, risquer que tout son plan s'effondre si elle parlait. Mais ne rien faire signifiait perdre une alliée potentielle au moment où il en avait le plus besoin. Il prit sa décision. Lentement, très lentement, il entr'ouvrit les yeux. Le visage de Marie, penché au-dessus de lui, passa de la concentration à la stupéfaction. Leurs regards se croisèrent, et Victor vit dans ses yeux clairs un mélange de surprise, de triomphe et d'inquiétude. « J'en étais sûre, » murmura-t-elle, blême mais déterminée. « Depuis combien de temps ?» Victor referma les yeux, puis les rouvrit. Une fois, puis deux, puis trois. « 3 semaines ?» demanda Marie. « Depuis le début ?» Il cligna une fois. « Oui. »« Mon Dieu !» souffla-t-elle en s'asseyant lourdement sur le bord du lit. « Vous n'avez jamais été dans le coma. Vous simulez. Mais pourquoi ?» Victor ne pouvait évidemment pas répondre à cette question complexe par de simples clignements d'yeux. Marie sembla le comprendre. « C'est lié à votre femme et à Monsieur Delorme, n'est-ce pas? Vous les soupçonniez de quelque chose ?» Un clignement. « Oui. » « Et le docteur Lombard est votre complice ?» Encore un clignement. « Mais vous ignorez qu'il a été acheté par votre femme ?» déduisit Marie. « La villa à Marbella ?» Victor sentit la colère monter en lui. Encore une trahison. « Écoutez, » dit Marie en se penchant vers lui, sa voix à peine audible. « Votre secret est en sécurité avec moi. Je vais continuer à jouer le jeu. Mais nous devons établir un moyen de communication plus efficace que ces clignements. » Elle réfléchit un moment. « Quand nous serons seuls, vous pourrez ouvrir les yeux et même parler. Les caméras de surveillance de cette chambre ont un angle mort près du lit. Je l'ai remarqué quand les techniciens sont venus faire la maintenance. Et je peux falsifier vos constantes si nécessaire. » Victor écarquilla légèrement les yeux, impressionné par son sang-froid et son ingéniosité. « Ne vous inquiétez pas, » ajouta-t-elle avec un léger sourire. « J'ai toujours eu un problème avec l'autorité et une tendance à enfreindre les règles pour une bonne cause. C'est ce qui m'a valu quelques ennuis au foyer. » Elle se leva et vérifia que la porte était bien fermée. « Je reviens dans 5 minutes, » dit-elle en débranchant la caméra principale sous prétexte de vérifier les câbles. « Préparez-vous à parler, monsieur Marchand. Nous avons beaucoup à discuter. »« Pouvez-vous parler ?» demanda Marie en fermant la porte derrière elle. Victor ouvrit pleinement les yeux, savourant la sensation de pouvoir enfin regarder le monde qui l'entourait. Il tourna légèrement la tête, observant la jeune femme qui se tenait près de lui, attentive et nerveuse à la fois. « Oui, » répondit-il d'une voix rauque, affaiblie par des semaines de silence. « Mais pas trop fort. » Marie lui sourit, visiblement soulagée. « Je savais que quelque chose ne cadrait pas dans votre cas. Personne ne voulait m'écouter, mais les signes étaient là. Vous êtes très observatrice, » articula Victor avec difficulté, « et courageuse. Merci de garder mon secret. »« Pourquoi faites-vous cela ?» demanda-t-elle en s'asseyant près de lui. « Pourquoi cette mascarade ?» Victor prit une profonde inspiration. Il n'avait pas parlé depuis si longtemps que chaque mot lui demandait un effort considérable. « Trahison au sein de mon entreprise. Information stratégique divulguée. Je devais découvrir qui. Et vous pensiez que votre femme et Monsieur Delorme étaient impliqués? Je n'étais pas sûr. Maintenant, je sais. » Il avala péniblement sa salive. « Ils complotent avec un investisseur russe. Veulent prendre le contrôle de ma holding. » Marie lui tendit un verre d'eau avec une paille. Victor but avidement.
sentant le liquide frais apaiser sa gorge irritée. « Et Lombard ?» demanda-t-elle. « Il était votre complice au début, mais maintenant, il m'a trahi », confirma Victor, sa voix déjà plus claire après avoir bu. « Je le payais pour maintenir cette mise en scène, mais il semble que Diane lui ait fait une meilleure offre. »« La villa à Marbella » murmura Marie. « Exactement. Claire a découvert qu'il l'avait achetée récemment. »« Cash !» Marie secoua la tête, incrédule. « Vous réalisez dans quelle situation dangereuse vous vous trouvez ? Si votre femme et Lombard sont de connivence, il pourrait... » Elle ne termina pas sa phrase, mais Victor comprit parfaitement ce qu'elle suggérait. Un accident médical pouvait si facilement survenir, une erreur de médication, une défaillance des équipements de surveillance. « J'ai besoin de votre aide, Marie, » dit-il en la regardant droit dans les yeux. « Je ne peux faire confiance à personne d'autre dans cette clinique. Qu'attendez-vous de moi exactement ? Des informations, des yeux et des oreilles, quand je ne peux pas voir ni entendre, et peut-être un moyen de communiquer avec ma fille Claire. Elle est la seule avec vous, en qui je puisse avoir confiance. » Marie réfléchit un moment. « Je peux faire ça, » dit-elle finalement. « Mais il faut établir un protocole clair, des moments précis où vous pouvez sortir de votre coma sans risque d'être découvert. » Ils passèrent les minutes suivantes à élaborer un plan. Marie connaissait parfaitement les routines de la clinique, les changements d'équipe, les rondes de nuit, les moments où la surveillance se relâchait. Entre 1h et 3h du matin, la clinique était au ralenti. C'est durant cette fenêtre qu'il pourrait parler librement, que Victor pourrait faire ses exercices pour éviter l'atrophie musculaire et qu'ils échangeraient les informations recueillies. « Pour communiquer avec Claire, » proposa Marie, « je pourrais servir d'intermédiaire. Elle me fait déjà confiance d'après ce que vous m'avez dit. »« Oui, mais soyez prudente, » avertit Victor. « Si Diane soupçonne quoi que ce soit, ne vous inquiétez. »« Pas pour moi, » sourit Marie. « J'ai grandi dans un environnement où il fallait savoir se rendre invisible tout en observant tout. C'est une compétence utile, croyez-moi. » Victor la considéra avec un mélange de gratitude et d'admiration. Cette jeune femme qu'il connaissait à peine prenait des risques considérables pour l'aider, sans rien demander en retour. « Pourquoi faites-vous cela, Marie ?» demanda-t-il doucement. « Pourquoi m'aider ? Vous pourriez simplement ignorer ce que vous avez découvert. Continuez votre travail. » Elle détourna légèrement le regard, semblant chercher ses mots. « Je vous l'ai dit, votre fondation a sauvé le foyer où j'ai grandi. Sans cela, je n'aurais jamais pu devenir infirmière. » Elle hésita, puis ajouta « Mais ce n'est pas seulement par reconnaissance. C'est aussi parce que je déteste l'injustice. Et ce que votre femme et son amant complotent, c'est profondément injuste. » Victor hocha la tête, comprenant qu'il y avait probablement plus dans l'histoire, personnelle de Marie qu'elle ne voulait bien l'admettre. Mais ce n'était ni le lieu ni le moment pour creuser davantage. « Une dernière chose, » dit-il, alors que Marie s'apprêtait à repartir. « Ma fondation, celle qui a sauvé votre foyer. Quel était son nom ? » « La Fondation Aurore, » répondit-elle. « Pourquoi ?» Victor sourit, un vrai sourire cette fois. « Parce que maintenant, je suis certain que je peux vous faire entièrement confiance. » La Fondation Aurore était un projet personnel que Victor avait créé en mémoire de sa première femme décédée d'un cancer. C'était une information qui n'avait jamais été rendue publique. Seuls les bénéficiaires directs connaissaient le nom de cette fondation discrète. « Revenez à 1h30, » dit-il, tandis que Marie rebranchait la caméra. « D'ici là, je reprends mon rôle de comateux. » Marie acquiesça et quitta la chambre, laissant Victor avec un sentiment qu'il n'avait pas éprouvé depuis le début de cette mascarade. L'espoir. Le docteur Arnaud Lombard ajusta nerveusement sa cravate en sortant de l'ascenseur qui menait au dernier étage de la tour Marchand, dans le quartier de la Défense. Le conseil d'administration exceptionnel auquel il avait été convoqué allait commencer dans moins de 10 minutes, et il n'avait toujours pas décidé quelle position adopter. La situation était devenue intenable. D'un côté, il y avait Victor Marchand, qui le payait généreusement pour maintenir cette simulation de coma. De l'autre, Diane Marchand et Philippe Delorme, qui lui avaient offert une somme astronomique et la villa de ses rêves à Marbella en échange d'un service simple, déclarer Victor en état d'invalidité permanente lors de la prochaine évaluation médicale. Qu'aurait-il dû faire ? Rester loyal à son patient initial ou saisir l'opportunité d'une retraite dorée en Espagne ? La décision avait été prise 3 semaines plus tôt, quand Diane lui avait montré les photos compromettantes qu'elle détenait. Des clichés de lui-même et d'une patiente dans une
Position qui, sans être explicitement interdite par le code de déontologie médicale, suffirait à ruiner sa réputation et sa carrière. Lombard avait cédé au chantage, acceptant de trahir Victor. Mais maintenant, alors qu'il s'apprêtait à présenter son rapport médical devant le conseil d'administration, une nouvelle variable était apparue dans l'équation. Marie Deschamps. Cette infirmière trop curieuse, trop consciencieuse, posait trop de questions. Elle avait remarqué des incohérences dans les électrocardiogrammes de Victor, dans ses réactions pupillaires. Elle avait même interrogé d'autres neurologues, sans mentionner le nom du patient, certes, mais le risque était réel. Et si elle découvrait la vérité? Si elle réalisait que Victor était parfaitement conscient? Ou pire encore, si elle découvrait que lui, Lombard, s'apprêtait à le déclarer invalide contre toute vérité médicale? Le médecin essuya la sueur qui perlait à son front. Il devait neutraliser cette menace avant la réunion. Un coup de téléphone suffirait peut-être. Une recommandation à la directrice des soins pour que Marie soit affectée à un autre service, voire licenciée pour incompétence. Ce ne serait pas la première fois qu'il userait de son influence pour écarter quelqu'un de gênant. Il sortit son téléphone, prêt à appeler la clinique, quand les portes de la salle du conseil s'ouvrirent. Diane Marchand apparut, resplendissante dans son tailleur rouge vif, un sourire calculateur aux lèvres. « Arnaud, enfin, nous n'attendions plus que vous. » Elle s'approcha et ajouta à voix basse, « Tout est prêt? Votre rapport conclut bien à l'invalidité permanente? » « Oui, mais il y a un problème. L'infirmière de nuit, Marie Deschamps. Elle pose trop de questions. Elle pourrait... » « Marie Deschamps ne pose plus de problème, l'interrompit Diane avec un sourire glacial. Philippe s'en est occupé ce matin. Elle a été réaffectée. Ne vous inquiétez pas pour elle. Lombard sentit un frisson parcourir son échine. Que voulait dire Diane exactement? Qu'avait-il fait à cette jeune infirmière? Entrez maintenant, ordonna Diane en le poussant doucement vers la salle de réunion. C'est votre heure de gloire, cher docteur. Après votre témoignage, nous pourrons enfin tourner la page Victor Marchand. Le médecin pénétra dans la vaste salle où une vingtaine de personnes étaient déjà installées autour d'une table en U. Il reconnut plusieurs figures importantes du monde des affaires, membres du conseil d'administration de Marchand Holding. Philippe Delorme était assis à la droite du siège vide qui aurait dû être occupé par Victor, tandis que Diane se dirigeait vers la place qui lui était réservée. Une jeune femme rousse, que Lombard identifia comme Claire Marchand, la fille de Victor, le fixait avec une intensité dérangeante. Savait-elle quelque chose? Soupçonnait-elle sa trahison? « Mesdames et messieurs, commença Diane d'une voix claire, nous sommes réunis aujourd'hui pour une session extraordinaire du conseil d'administration. Comme vous le savez, mon époux Victor Marchand est hospitalisé depuis maintenant 4 semaines suite à un AVC massif. Le docteur Lombard, ici présent, nous présentera son évaluation médicale, qui déterminera si Victor est en mesure de continuer à diriger cette entreprise, ou si nous devons, avec grand regret, activer le protocole de succession prévu par nos statuts. Lombard s'éclaircit la gorge, mal à l'aise sous les regards scrutateurs des membres du conseil. Il ouvrit son dossier médical, prêt à débiter le mensonge préparé avec Diane et Philippe. Avant que le docteur Lombard ne prenne la parole, intervint soudain Claire Marchand, j'aimerais partager avec le conseil une information que je viens de recevoir. Diane lui lança un regard noir. « Claire, nous avons un ordre du jour précis. Si tu as des informations à partager, tu pourras le faire après le rapport médical. Je crains que cela ne soit directement lié au rapport du docteur. »« Lombard » insista Claire, son expression indéchiffrable. « Il s'agit d'un message de l'infirmière en charge de mon père, Marie Deschamps. » Le sang de Lombard se glaça dans ses veines. Il jeta un coup d'œil à Diane, dont le visage s'était soudain figé en un masque d'inquiétude à peine dissimulé. « Marie Deschamps » répéta Philippe, feignant l'ignorance. « Qui est-ce »« L'infirmière de nuit de mon père » répondit Claire en sortant son téléphone. « Elle m'a envoyé ceci il y a 1 heure. » Elle appuya sur l'écran et la voix claire de Marie emplit la salle. « Mademoiselle Marchand, c'est Marie Deschamps, l'infirmière de votre père. J'ai été brusquement réaffecté ce matin à un autre service, sans explication. Avant de quitter mon poste, j'ai fait une dernière vérification des constantes de votre père et j'ai découvert quelque chose d'alarmant. Son traitement a été modifié sans autorisation médicale officielle. On lui administre maintenant un sédatif puissant qui n'est pas indiqué dans son état et qui pourrait compromettre sérieusement ses chances de réveil. J'ai tenté d'alerter la direction de la clinique, mais on m'a fait comprendre que je devais cesser de poser des questions si je tenais à mon poste.
Je crains que quelqu'un ne cherche délibérément à maintenir votre père dans un état végétatif artificiel. » Un silence de plomb tomba sur l'assemblée. Tous les regards se tournèrent vers Lombard, puis vers Diane, dont le teint avait viré au livide. « C'est absurde, » balbutia le médecin. « Cette infirmière n'a aucune qualification pour... »« Oh, mais elle en a !» l'interrompit Claire avec un sourire féroce. Marie Deschamps est major de sa promotion à l'école d'infirmières, spécialisée en neurologie. Et ce n'est pas tout. Elle fit un signe vers le fond de la salle. Les portes s'ouvrirent, livrant passage à 2 personnes. Marie Deschamps, en tenue civile, et à la stupéfaction générale, Victor Marchand. Debout, parfaitement conscient, quoiqu'un peu amaigri et soutenu par Marie, Victor fit son entrée dans la salle du conseil, sous les exclamations stupéfaites de l'assemblée. « Bonjour à tous », dit-il d'une voix encore faible, mais déterminée. « Comme vous pouvez le constater, les rapports sur ma santé ont été légèrement exagérés. » L'apparition de Victor avait l'effet d'une bombe. Diane se leva brusquement, renversant sa chaise, le visage défiguré par la stupeur et la rage. « C'est impossible !» s'écria-t-elle. « Tu étais dans le coma. Les scanners, les tests falsifiés !» répondit calmement Victor en s'avançant lentement vers la table, toujours soutenu par Marie. Avec l'aide du docteur Lombard, du moins au début. Tous les regards se tournèrent vers le médecin qui semblait rapetissé sur place, le visage blême, incapable d'articuler une défense cohérente. « Je ne comprends pas », intervint l'un des membres du conseil, un homme âgé que Victor reconnut comme Jacques Pelletier, l'un des investisseurs historiques de la holding. « Vous avez simulé un coma, Victor ? Mais pourquoi ?» Victor s'installa dans son fauteuil habituel au bout de la table, signifiant symboliquement qu'il reprenait sa place légitime à la tête de l'entreprise. Marie resta discrètement derrière lui, attentive à son état. « Pour démasquer une trahison », répondit-il en fixant tour à tour Diane et Philippe. « Depuis plusieurs mois, des informations confidentielles sur nos projets stratégiques fuitaient vers nos concurrents. Des négociations échouaient, mystérieusement. J'ai voulu découvrir qui, dans mon entourage proche, me trahissait. » Il marqua une pause, ménageant son effet. « Ce que j'ai découvert dépasse largement mes soupçons initiaux. Il ne s'agissait pas simplement de fuite d'informations, mais d'un complot visant à prendre le contrôle de Marchand Holding. » Philippe Delorme, qui était resté étrangement silencieux jusque-là, tenta une intervention. « Victor, tu n'es manifestement pas en état de... »« Tais-toi, Philippe », le coupa sèchement. « Victor. Ou devrais-je plutôt dire, explique au conseil pourquoi tu as rencontré Anton Volkov à 3 reprises ces dernières semaines. Le même Volkov que nous avions écarté de notre actionnariat l'année dernière pour ses méthodes douteuses. » Le visage de Philippe se décomposa. « Comment sais-tu ?»« J'ai mes sources, » répondit Victor en échangeant un bref regard avec Claire. « Tout comme je sais pour la villa de Marbella du docteur Lombard, payée cash 1,7 million d'euros. Tout comme je sais pour le transfert d'actions conditionnel que vous avez préparé ensemble, qui aurait pris effet dès que le docteur Lombard m'aurait déclaré en état d'invalidité permanente. Ce qui devait se produire aujourd'hui même, n'est-ce pas, docteur ?» Le médecin baissa les yeux, incapable de soutenir le regard accusateur de son patient. « Mais comment ?» balbutia Diane, qui semblait avoir du mal à respirer. « Comment as-tu pu... Tu étais inconscient. » Victor eut un sourire sans joie. « Non, Diane, j'étais parfaitement conscient. J'entendais tout, absolument tout. Vos conversations près de mon lit, tes appels téléphoniques secrets, tes visites nocturnes quand tu pensais être seul. J'ai tout entendu. » Victor se tourna vers les membres du conseil, dont certains affichaient une expression de dégoût, d'autres de fascination morbide face au drame qui se jouait devant eux. « Mesdames et messieurs, je m'excuse pour cette mise en scène. Elle était nécessaire pour démasquer un complot qui menaçait non seulement ma position, mais l'avenir même de cette entreprise que nous avons bâtie ensemble. Philippe et Diane prévoyant de vendre une part significative de nos activités à un consortium russe représenté par Anton Volkov, un homme que nous avions collectivement refusé comme partenaire pour des raisons éthiques et stratégiques. » Il ouvrit une chemise que Marie lui tendit et en sortit plusieurs documents qu'il fit passer autour de la table. Voici les preuves de leur machination. Relevés bancaires, enregistrement de conversations, contrat préliminaire déjà signé par Diane en tant que future dirigeante. Tout y est. Le chaos s'empara de la salle. Plusieurs administrateurs se levèrent, scandalisés. D'autres exigeaient des explications immédiates. Philippe tenta de s'emparer des documents,
mais fut rapidement maîtrisé par le service de sécurité que Claire avait discrètement alerté. « C'est ridicule !» hurla Diane, qui avait retrouvé une partie de son aplomb. Victor est manifestement déséquilibré. Cette mise en scène macabre le prouve. Il a simulé un coma pendant des semaines. Qui ferait une chose pareille? Un homme désespéré de sauver ce qu'il a construit, répondit calmement Victor. Un homme qui savait qu'il était trahi, mais ignorait par qui. Et cette infirmière, cracha Diane en pointant Marie du doigt. Qui vous dit qu'elle n'est pas complice de cette folie, qu'elle n'a pas profité de sa position pour manipuler Victor? Marie, qui était restée silencieuse et en retrait jusqu'à présent, s'avança d'un pas. Mademoiselle Deschamps a agi en professionnelle intègre, intervint Claire avec fermeté. Elle a risqué son emploi et sa carrière pour aider mon père quand elle a compris ce qui se tramait. Elle n'est qu'une opportuniste, persista Diane, probablement à la recherche d'une récompense financière. Demandez-lui pourquoi elle s'est tant impliquée. Elle doit avoir un mobile. Victor échangea un regard avec Marie, qui hocha imperceptiblement la tête, lui donnant silencieusement son accord pour révéler ce qu'elle lui avait confié. Marie Deschamps a grandi dans un foyer pour enfants soutenu par ma fondation privée, expliqua-t-il, un détail qu'elle ne m'a révélé qu'après avoir découvert ma supercherie. Elle n'attendait rien en retour, si ce n'est d'honorer une dette morale qu'elle estimait avoir envers moi. Il se tourna vers la jeune femme, un sourire sincère illuminant pour la première fois son visage fatigué. Mais je lui dois bien plus qu'elle ne me doit. Sans son aide, sans sa perspicacité et son courage, je ne serais probablement pas ici aujourd'hui pour vous parler. Le docteur Lombard, qui n'avait pas dit un mot depuis l'entrée fracassante de Victor, semblait au bord de l'effondrement nerveux. « Je peux tout expliquer », murmura-t-il, le regard hagard. Diane m'a fait chanter, elle avait des photos compromettantes. Je n'avais pas le choix. On a toujours le choix, Arnaud, répondit sèchement Victor. Vous aviez choisi de m'aider au début, puis vous avez choisi de me trahir pour une villa au soleil. Maintenant, vous allez devoir assumer les conséquences de ces choix devant le Conseil de l'Ordre des médecins. Jacques Pelletier, le doyen du conseil d'administration, se leva alors et prit la parole d'une voix grave. « Je crois que nous en avons suffisamment entendu. Je propose que nous suspendions immédiatement Diane Marchand et Philippe Delorme de toutes leurs fonctions au sein de cette entreprise, en attendant une enquête approfondie et d'éventuelles poursuites judiciaires. » La proposition fut accueillie par un concert d'approbation. Diane, comprenant que tout était perdu, lança un dernier regard venimeux à Victor avant de ramasser son sac et de se diriger vers la sortie, escorté par 2 agents de sécurité. « Tu le regretteras, Victor, siffla-t-elle, en passant près de lui. « Tu n'imagines pas à quel point tu le regretteras. » Philippe, quant à lui, semblait avoir perdu toute combativité. Effondré sur sa chaise, le visage blême, il ne réagit même pas quand on lui demanda de quitter la salle. Une fois les traîtres écartés, Victor s'adressa à nouveau au conseil. « Mesdames et messieurs, je vous prie d'excuser encore une fois les méthodes peu orthodoxes que j'ai dû employer. Je suis conscient que cette affaire risque d'affecter temporairement notre image et peut-être même notre cotation boursière. Mais je m'engage à redresser la situation rapidement et à renforcer notre gouvernance pour qu'un tel scénario ne puisse jamais se reproduire. » Il se tourna vers Claire, qui avait joué un rôle crucial dans le dénouement de cette affaire. « Je propose que ma fille, Claire Marchand, qui a démontré sa loyauté et sa compétence dans cette crise, soit nommée directrice générale adjointe avec effet immédiat. À moins que quelqu'un ne s'y oppose, personne ne contesta cette proposition. Claire, émue mais déterminée, hocha simplement la tête pour accepter cette nouvelle responsabilité. La réunion se termina peu après, les membres du conseil se dispersant, encore sous le choc des révélations de la journée. Victor, épuisé mais soulagé, resta assis pendant que la salle se vidait progressivement. Seuls Claire et Marie demeurèrent à ses côtés. « Ça va aller, papa » demanda Claire, inquiète de le voir si pâle. « Je me sens mieux que je ne l'ai été depuis des semaines » répondit-il avec un faible sourire. « Mais je crois que j'ai besoin de reprendre des forces. Simuler un coma est étonnamment éprouvant. » Il se tourna vers Marie qui s'était tenue discrètement en retrait. « Mademoiselle Deschamps, Marie, comment vous remercier ?»« En vous rétablissant complètement, monsieur Marchand, » répondit-elle simplement. « C'est tout ce que je demande. »« Nous vous devons bien plus qu'un simple remerciement, » intervint Claire. « Sans vous, ce plan n'aurait jamais fonctionné. » Victor hocha la tête, pensif. « J'aimerais vous offrir un poste, » dit-il soudain. « Pas comme infirmière, mais comme responsable de la Fondation Aurore. »
Elle a besoin d'une nouvelle direction, quelqu'un qui comprend sa mission de l'intérieur, quelqu'un d'intègre et de courageux. Marie écarquilla les yeux, stupéfaite par cette proposition inattendue. « Monsieur Marchand, je ne sais pas quoi dire. Je n'ai aucune expérience en gestion de fondation. Vous apprendrez, » répondit Victor avec conviction. « Claire pourra vous guider au début. L'important, c'est la vision et les valeurs que vous incarnez. Le reste s'acquiert. » Un silence s'installa pendant lequel Marie sembla peser le pour et le contre de cette offre qui changerait radicalement sa vie. « J'accepte, » dit-elle finalement avec un sourire lumineux. « À une condition. »« Laquelle ?» demanda Victor intrigué. « Que vous finissiez de lire Le Comte de Monte Cristo avec moi. Nous nous sommes arrêtés juste au moment où ça devenait intéressant. » Victor éclata de rire, un rire franc et libérateur qu'il n'avait pas connu depuis trop longtemps. « C'est promis, » répondit-il en lui tendant la main. « Après tout, Edmond Dantès et moi avons beaucoup en commun. Nous avons tous deux feint la mort pour mieux préparer notre retour et démasquer nos traîtres. » Claire observait cet échange avec un sourire énigmatique, pressentant peut-être que la relation entre son père et cette remarquable jeune femme pourrait évoluer vers quelque chose de plus profond qu'une simple alliance circonstancielle ou qu'un rapport employeur-employé. L'avenir le dirait. Pour l'heure, une page se tournait dans l'histoire de la famille Marchand et de son empire. Une page assombrie par la trahison, mais aussi illuminée par le courage et la loyauté inattendue venus d'où on les attendait le moins. Le soleil de juin inondait la terrasse du château des Cèdres, propriété historique de la famille Marchand dans la vallée de la Loire. Victor, confortablement installé dans un fauteuil en osier, contemplait les jardins à la française qui s'étendaient jusqu'à l'horizon. Sa convalescence avait été plus longue que prévu, le corps ne sort pas indemne de plusieurs semaines d'immobilité, même simulée, mais il avait retrouvé l'essentiel de ses forces. À ses côtés, Marie feuilletait un épais dossier, prenant occasionnellement des notes dans la marge. En 6 mois, elle s'était imposée comme une directrice remarquablement efficace pour la Fondation Aurore. Sous son impulsion, 3 nouveaux foyers avaient ouvert leurs portes et un programme de bourse pour les jeunes issus de milieux défavorisés avait été lancé avec un succès retentissant. « Les chiffres sont excellents », commenta-t-elle en refermant le dossier. « Le gala de charité a rapporté presque 2 fois plus que l'année dernière. » « Je n'en suis pas surpris, » répondit Victor avec un sourire. « Votre discours était inspirant. » Marie rougit légèrement à ce compliment. Elle qui avait toujours fui les projecteurs avait dû apprendre à s'exprimer en public, à convaincre des donateurs, à défendre ses projets devant des conseils d'administration. Un apprentissage difficile, mais qu'elle avait relevé avec la même détermination tranquille qui l'avait caractérisée durant l'affaire du coma. « Des nouvelles de Diane ?» demanda-t-elle, changeant délibérément de sujet. Victor soupira. « Son procès commence le mois prochain. D'après les avocats, elle risque 5 à 7 ans pour fraude, tentative d'extorsion et complicité de tentative d'empoisonnement. » L'empoisonnement. Un aspect sordide de l'affaire qui n'avait été découvert que plus tard. Diane avait effectivement ordonné à Lombard de modifier la médication de Victor, y introduisant graduellement des substances qui auraient la provoqué une défaillance cardiaque naturelle, si Marie n'avait pas détecté l'anomalie à temps. Et Philippe, il a accepté un accord avec le procureur. En échange de son témoignage contre Diane et Volkov, il s'en tire avec de la prison avec sursis et une interdiction à vie de gérer une entreprise. Marie hocha la tête, pensive. Et Lombard, radié de l'ordre des médecins. Il s'est exilé au Portugal, apparemment. Sa villa de Marbella a été saisie, bien sûr. Un silence confortable s'installa entre eux, uniquement troublé par le chant des oiseaux et le bruissement du vent dans les arbres centenaires. Victor observait Marie à la dérobée, admirant la transformation qui s'était opérée en elle. Toujours aussi simple et directe, elle avait néanmoins gagné en assurance, en élégance naturelle. Sa présence dans sa vie, d'abord professionnelle, était devenue essentielle. « J'ai reçu une proposition intéressante hier, » dit-elle soudain. « L'hôpital universitaire de Genève m'offre un poste de direction pour leur département d'action sociale. » Victor sentit son cœur se serrer. « Genève, c'est une belle opportunité, » articula-t-il avec difficulté. « Très belle, » confirma Marie. « Salaire conséquent, équipe prestigieuse, moyens importants. Tu envisages de l'accepter ?» demanda-t-il, tentant de masquer son inquiétude. Marie le regarda longuement, semblant peser ses mots. « Ça dépend, » dit-elle finalement.
De quoi? De vous, de nous. Elle prit une profonde inspiration. Victor, nous n'avons jamais vraiment parlé de ce qui se passe entre nous. Il se raidit légèrement. Effectivement, il avait soigneusement évité ce sujet. Maintenant, une relation professionnelle irréprochable, malgré l'évidente alchimie qui existait entre eux. Marie, tu as 27 ans, dit-il doucement. J'en ai 52. Je suis en plein divorce, à la tête d'une multinationale avec un passé compliqué. Et alors, l'interrompit-elle, depuis quand ces considérations vous arrêtent? Vous avez simulé un coma pendant des semaines pour piéger vos ennemis. Vous avez risqué votre empire, votre santé, peut-être même votre vie. Et là, vous voulez me faire croire que quelques années de différence d'âge et un divorce en cours vous font peur? Victor ne put s'empêcher de sourire face à cette sortie. Marie avait raison, comme souvent. Ce n'est pas de la peur, précisa-t-il, c'est du respect. Pour ton avenir, ta carrière, ta réputation. Avec tout le respect que je vous dois, monsieur Marchand, répondit-elle avec une lueur malicieuse dans le regard. Je suis parfaitement capable de décider ce qui est bon pour moi. Et je pense que... Elle fut interrompue par l'arrivée de Claire, qui traversait la terrasse d'un pas rapide, un tablet à la main. « Papa, Marie, vous devez voir ça !» Elle leur tendit l'appareil sur lequel s'affichait la une du Financial Times. Marchand Holding finalise le rachat de Volkov Industries, un retournement spectaculaire dans l'affaire du magnate du coma. Victor sourit largement en parcourant l'article. L'opération sur laquelle il travaillait secrètement depuis des mois venait d'aboutir. Il avait réussi à racheter l'entreprise de celui-là même qui avait tenté de s'emparer de la sienne. Une vengeance à la fois élégante et lucrative, digne du comte de Monte Cristo qu'il avait fini par lire entièrement avec Marie. Magnifique coup, commenta Claire avec admiration. Les actions vont s'envoler demain. Ce n'est pas juste une revanche, précisa Victor. Volkov Industries possède des brevets qui complètent parfaitement notre division technologique. C'est stratégiquement judicieux et moralement satisfaisant, ajouta Marie avec un clin d'œil. Claire les observa tour à tour, percevant la tension particulière qui régnait entre eux. « Je vous dérange peut-être » demanda-t-elle avec un sourire entendu. « Oui » répondit franchement Marie. « Non » dit Victor au même moment. Ils échangèrent un regard, puis éclatèrent de rire simultanément. « Je vois » murmura Claire amusée. « Je vous laisse à votre discussion stratégique. Le dîner est à 20h. N'oubliez pas que les Pelletier se joignent à nous. » Elle s'éclipsa aussi discrètement qu'elle était venue, laissant Victor et Marie face à leur conversation inachevée. « Donc, » reprit Marie après un moment, « je disais que je peux décider ce qui est bon pour moi. Et ce que je veux, c'est rester. Pas seulement pour la fondation, pas seulement pour le travail. » Victor se leva et s'approcha d'elle, prenant doucement ses mains dans les siennes. « Marie » dit-il d'une voix où perçait une émotion rare chez cet homme habituellement si maître de lui, « depuis que tu es entré dans ma chambre d'hôpital cette première nuit, ma vie a changé. Tu m'as vu à mon plus vulnérable et pourtant tu n'as jamais profité de cette vulnérabilité. Tu m'as aidé sans rien attendre en retour. Tu as risqué ta carrière, peut-être même ta sécurité. » Il marqua une pause, cherchant ses mots. « Ce que j'essaie de dire, c'est que je ne veux pas que tu restes par reconnaissance ou par loyauté. Je veux que tu restes parce que nous avons une histoire à écrire ensemble, » compléta-t-elle avec un sourire lumineux. Une histoire qui ne fait que commencer. Victor acquiesça, sentant un poids immense s'envoler de ses épaules. Sans plus d'hésitation, il se pencha vers elle et l'embrassa doucement, scellant cette promesse d'avenir. Dans le ciel au-dessus du château, un vol d'oiseaux migrateurs formait une figure parfaite, symbole de renouveau et d'espoir. Pour Victor Marchand, l'homme qui avait tout risqué en simulant la mort pour mieux renaître, une nouvelle vie commençait. Une vie où la confiance n'était plus un luxe mais une nécessité, où l'amour n'était plus une faiblesse mais une force. Et tout cela parce qu'une nuit, dans une chambre d'hôpital silencieuse, une jeune infirmière avait osé parler à un patient qu'elle croyait inconscient, ignorant qu'il entendait chacun de ses mots et que ces mots, petit à petit, le ramenaient vers la lumière. Si vous avez apprécié cette histoire, n'hésitez pas à laisser un j'aime et à partager vos impressions. Merci de m'avoir accompagné dans cette aventure.